Simon Cowell, le titan de la télévision aux yeux aiguisés comme des rasoirs. D'un employé invisible de la salle de courrier que personne ne remarquait, il est devenu l'homme le plus craint et le plus vénéré du monde du divertissement moderne. À son apogée, le monde s'est arrêté devant son jugement, doté d'une capacité étrange, quasi mystique à repérer les talents bruts. Cowell ne s'est pas contenté de trouver des stars, il a forgé des légendes. Personne dans l'industrie n'avait un œil comme le sien. Pendant plus de 20 ans, Simon Cowell a défini ce qu'était le pouvoir à la télévision. Il a enflammé des millions de rêves musicaux, certains pour qu'ils s'envolent, d'autres pour qu'ils brûlent, et a bâti un empire sur des normes impitoyables et une franchise sans équivoque. Il est le maître d'œuvre d'American Idol, de The X Factor et de Got Talent des franchises, qui ne se sont pas contentés de divertir mais qui ont transformé la culture. Avec un revenu stupéfiant atteignant 100 millions de dollars par an, Cowell a amassé une fortune qui rivalise avec celle des artistes les plus riches du monde. Des supercars aux vastes demeures de Londres, de Beverly Hills et des Caraïbes, son mode de vie incarnait le summum de la réussite. Et pourtant, derrière la richesse, la célébrité et les costumes élégants, se cache un homme façonné par le silence et la solitude. Un homme qui a lutté contre les aspects les plus sombres de la dépression, qui a survécu à un accident presque mortel et qui est maintenant confronté à la réalité de sa mortalité, se préparant à laisser derrière lui un héritage et une fortune de plus de 600 millions de dollars. La fortune qu'il laisse derrière lui est proprement stupéfiante. Des manoirs des États-Unis au Royaume-Uni, des supercars de l'Italie à la Grande-Bretagne, et des droits de diffusion dans plus de 70 pays. Il possède un manoir de 24 millions de dollars en bord de mer à Malibu, une propriété de 15,5 millions de dollars à Beverly Hills, un appartement de luxe à New York et une imposante demeure à Londres. Son garage abrite plus de 20 voitures de luxe, Bugatti Veyron, Rolls-Royce, Phantom Ferrari, 575, Bentley Azure. Et puis il a choqué le monde en déclarant « Je ne laisse rien à mon fils ». Derrière cet homme puissant se cache peut-être un vide sans fond et une décision qui a fait pleurer ses fans. Mais même le diamant le plus aiguisé est forgé dans la pression et l'obscurité. Simon Cowell, avant la gloire, avant la richesse, n'était qu'un garçon fragile, pris dans le bruit d'une famille trop bruyante d'attente et trop silencieuse d'amour. Né en 1959 à Lambeth, Londres, Simon a grandi dans le paisible village d'Elstree, dans le Hertfordshire. Sa mère, Julie Brett, était une danseuse de ballet et une mondaine glamour élégante, distante et constamment en mouvement. Son père, Eric Selig Philip Cowell, était un cadre de l'industrie musicale et un promoteur immobilier qui croyait en l'excellence, mais exprimait rarement son affection. Simon s'est souvenu plus tard qu'il ne lui avait jamais dit « Je suis fier de toi », même quand j'avais le plus besoin de l'entendre. Simon n'était pas un prodige, il n'était pas un élève brillant. En fait, il a eu beaucoup de mal à l'école, fréquentant l'école préparatoire de Radlett et plus tard, le Dover College. Il ne parvenait pas à s'intégrer, ne respectait pas les règles et ne répondait pas aux attentes. Après avoir décroché un GCE en anglais et en sociologie, il abandonne l'école. Sans direction, sans repos, et déjà déçu de lui-même. Il enchaîne les petits boulots, dérivant d'une impasse à l'autre, jusqu'à ce que son père, peut-être par pitié ou par culpabilité, lui trouve un emploi dans la salle de courrier d'Amy Music. C'était un pas dans le monde du showbiz, mais seulement en tant que fantôme. Tous les matins, dit Simon, je livrais du café à des producteurs qui ne me regardaient même pas dans les yeux. Il était invisible dans un monde obsédé par la célébrité. Jour après jour, il a regardé les stars passer pendant qu'ils triaient le courrier de leurs fans. Il était l'enfant des coulisses dans un monde qui ne vénérait que les projecteurs. Il a quitté EMI frustré et humilié, convaincu qu'il n'était destiné à rien. Pourtant, lorsqu'il a essayé de trouver d'autres emplois, il a essuyé refus sur refus, ce qui a entamé le peu de confiance qu'il lui restait. Il finit par revenir en rampant chez Amy, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il n'avait nulle part où aller.
Mais dans les ruines de cette humilité, quelque chose a commencé à grandir, un défi tranquille. En 1983, armé d'un annuaire téléphonique abîmé et par pur désespoir, Simon a cofondé Funfire Records. Ce n'était pas très prestigieux, c'était un label qui vendait des cassettes d'entraînement et des disques de fantaisie, mais c'était le sien. Enfin, quelque chose était à lui. Puis en 1986, Fanfare a sorti So Macho de Sinita qui a explosé. Un petit succès mais suffisant pour payer les factures, suffisant pour qu'il y croie. Mais le succès est éphémère. En 1989, la fanfare s'effondre. Simon est en faillite. Il est retourné vivre chez ses parents dormant dans sa chambre d'enfant après de 30 ans fauché et humilié. Des années plus tard, il admettra que l'ascension de Simon Cowell n'a pas été un conte de fées. C'était un combat à main nue, avec le doute, le rejet et l'humiliation. Mais c'est aussi la preuve que parfois la grandeur ne naît pas, mais qu'elle se forge dans le feu de l'échec. Il n'est pas tombé par hasard dans la célébrité. Il a enduré, il s'est battu et il a construit son empire brique par brique. Bien avant que le monde entier ne connaisse son nom, Simon Cowell était un personnage anonyme dans les coulisses, faisant de l'argent dans le monde impitoyable de la musique pop britannique. C'est en 1986 qu'il a trouvé l'or avec So Macho de Sinita, un tube pop pétillant qui a grimpé dans les charts et a donné à Cowell son premier vrai goût du succès. Cette chanson n'était pas seulement une mélodie entraînante, c'était une bouée de sauvetage. Après des années de refus d'échecs et de licenciements répétés, Simon avait enfin quelque chose pour prouver qu'il était à sa place. Mais le succès n'est pas arrivé comme une étreinte chaleureuse, il est arrivé comme une épreuve. Cowell est bientôt engagé par BMG en tant que consultant A&R, un rôle qui lui permet de repérer les talents bruts et de les transformer en succès dans les hit-parades. Il n'était pas encore une célébrité, mais il avait commencé à cultiver ce qui allait devenir son arme la plus fatale, un instinct presque surnaturel pour la célébrité. Dans les années 1990, Cowell lance S Records et signe des nouveautés et des numéros pour la télévision. Alors que le monde de la musique se moque de lui parce qu'il produit des chansons pour les Power Rangers et les lutteurs de la WWF. Simon reste concentré. Il savait quelque chose qu'ils ignoraient. L'attrait de la masse est un pouvoir. En 1995, il a produit une reprise de Unchained Melody qui est restée numéro 1 des charts britanniques pendant 7 semaines consécutives. Ce fut un énorme succès commercial et une nouvelle brique dans les fondations qu'il construisait tranquillement. Les gens se sont moqués de ce que j'ai signé, se souviendra plus tard. Simon, mais je n'essayais pas d'impressionner les critiques. Je voulais émouvoir les gens, c'est ça la pop. Lorsque Cowell est passé devant la caméra en tant que juge, son style direct et sans filtre a immédiatement suscité la controverse et la fascination. Les téléspectateurs l'ont détesté ou n'ont pas pu s'en détacher. Il ne jouait pas la comédie, il disait simplement ce que les autres pensaient, mais qu'il n'osait pas exprimer. Je ne suis pas impoli, commençait-il souvent, avant de livrer des commentaires suffisamment tranchants pour transpercer les égos. Le format a explosé. Le succès de Pop Idol a conduit directement à American Idol, où Cowell est devenu un nom familier aux États-Unis, gagnant jusqu'à 75 millions de dollars par an à son apogée. En 2004, il a lancé The X Factor au Royaume-Uni, et 2 ans plus tard, Got Talent, une franchise qui s'est étendue à plus de 70 pays. Il n'était plus seulement un juge, il était l'architecte du divertissement mondial. Et pourtant, derrière chaque réussite, il y a une résistance, un examen minutieux et un coup personnel. On lui a collé l'étiquette de Mr. Nasty, une machine sans cœur voire cruelle. Les critiques ont mis en doute son éthique. D'anciens candidats l'ont accusé de manipulation émotionnelle. Réponse de Simon. Je sais que je passe pour quelqu'un de dur, mais si vous mentez aux gens sur leur talent, vous leur volez leurs rêves. Je préfère les blesser avec la vérité que les réconforter avec un mensonge. En 2010, Cowell avait redéfini ce que signifiait être un acteur important de la télévision.
Il a créé des stars One Direction, Leona Lewis, Susan Boyle. Il a jugé sur plusieurs continents. Il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Mais sous le costume impeccable et le regard froid, il y avait un prix à payer. Je travaillais 20 heures par jour. Je me couchais et je me demandais si c'était ce que je voulais faire de ma vie, a déclaré Cowell. La célébrité n'a pas comblé le vide. Elle l'élargit souvent. Il avait réussi, mais à quel prix? Comme un projecteur qui se transforme en feu de forêt, le scandale de 2013 ne s'est pas contenté de brûler. Il a brûlé les moindres recoins de la vie soigneusement élaborée de Cowell. Simon Cowell a fait la une des journaux du monde entier lorsqu'il a été révélé qu'il attendait un enfant de Lauren Silverman, la femme de son ami intime. La nouvelle a fait l'effet d'une tempête dans les médias, suscitant l'indignation morale et la trahison. Ce n'était pas seulement un scandale. C'était une fracture dans les fondations de son monde soigneusement construit. Andrew Silverman, le mari de Lauren, à l'époque demande le divorce pour cause d'adultère. Les tabloïds s'acharnent sur le personnage de Cowell, ses amis prennent leur distance, et l'opinion publique change du tout au tout. Pour un homme qui a toujours été sous les feux de la rampe, c'est une fois qu'il a souhaité disparaître. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier, a admis Cowell plus tard dans un rare moment de vulnérabilité. Mais Eric s'en est sorti, et il a changé ma vie. Il l'a peut-être même sauvé, la naissance de son fils en février. 2014 est devenu plus qu'un tournant. C'était une rédemption enveloppée dans de petits doigts. Du jour au lendemain, Simon est passé d'un titan accro au travail à un homme qui apprend à être présent, à être doux et à lire des histoires pour s'endormir. Il a échangé des vols transatlantiques et des offres télévisées contre des jeux Lego et des livres pour enfants. Chaque soir est devenu un rituel, le bain, le coucher, l'heure du compte. Pour un homme qui passait plus de temps dans des jets privés qu'à table, c'était une révolution du cœur. Il m'a dit un jour que mes priorités avaient complètement changé. Tout d'un coup, mon monde ne se résumait plus à l'audimat ou au contrat, mais à lui. Pourtant, le poids de ce qui a conduit à l'arrivée d'Eric ne l'a jamais complètement quitté. Le scandale lui a coûté plus qu'une réputation. Il a mis en évidence une vulnérabilité que Cowell avait toujours masquée par sa bravade et son contrôle. Des années plus tard, lors d'interviews, il revenait souvent sur cette période non pas pour se justifier, mais pour réfléchir. « J'ai perdu des amis, j'ai perdu la confiance, mais j'ai gagné quelque chose dont je ne savais pas que j'avais besoin. » Il n'offrait pas d'excuses, seulement de l'honnêteté. La culpabilité, a-t-il avoué, est devenue une compagne discrète qui lui rendait visite dans les moments de silence entre les rires et les berceuses. C'était une leçon non seulement sur les conséquences, mais aussi sur la renaissance. Les proches de Cowell ont remarqué le changement presque immédiatement. Il n'était plus le magnat émotionnellement distant qui aboyait des ordres derrière son bureau, mais il commençait à s'enquérir des événements scolaires et à prendre des congés pour être présent. Ses collègues ont dit qu'ils avaient vu une nouvelle douceur, une nouvelle humilité qui n'existait pas auparavant. Et si certains critiques ont affirmé qu'il jouait simplement un arc de rédemption, ses proches ont insisté sur le fait qu'il était bien réel. La paternité l'a sauvé. Un associé de longue date a déclaré sous le couvert de l'anonymat qu'il s'était engagé sur une voie sombre avant même le scandale. Eric lui a donné une raison de s'arrêter de guérir, de recommencer. Le parcours de Cowell avec Eric est devenu un témoignage du fait que même les faux pas les plus profonds peuvent conduire aux transformations les plus profondes. Il a décrit la paternité comme la seule chose dont je ne savais pas que j'avais besoin, mais sans laquelle je ne peux pas imaginer ma vie. Pourtant, la tension persiste entre la rédemption publique et les regrets privés. Il n'attendait pas le pardon de tout le monde. Il n'était même pas sûr de le mériter, mais il savait qu'il devait s'améliorer, ne serait-ce que pour le bien du petit garçon qu'il appelait papa. Le récit est passé de l'alimentation des tabloïds à quelque chose de plus intime, de plus universellement humain. Un homme imparfait qui tente de se reconstruire. La presse a fini par passer à autre chose, mais pas Cowell. Il a continué à porter la responsabilité de ce choix, même lorsqu'il construisait des châteaux à l'heure du coucher, et, emmenait son fils à l'école. Ce n'était pas une histoire de retour.
C'était une prise de conscience, a-t-il dit, répétant ces mots des années plus tard, sur un ton plus calme et plus introspectif. Et c'est peut-être là la vérité la plus déchirante. Parfois, les miracles qui changent le plus la vie sont enveloppés dans les retombées de nos pires erreurs. Dans le cas de Simon Cowell, le prix de ce miracle était élevé, mais il l'a payé en totalité, avec chaque câlin au lit, chaque excuse chuchotée, chaque promesse de faire mieux. C'était sa deuxième chance, et pour une fois, il ne s'agissait pas d'audimat, il s'agissait d'amour. Les lumières ne se sont jamais vraiment éteintes pour Simon Cowell, mais derrière les feux de la gloire télévisuelle, une tempête de tragédie personnelle et d'effondrement physique s'est préparée discrètement, mais sans relâche. Tout a commencé par la perte de la figure la plus marquante de sa vie, sa mère, Julie Brett. En 2015, sa disparition l'a déchirée comme un tremblement de terre silencieux. Elle avait été sa boussole après la mort de son père en 1999, son ancre émotionnelle. Après sa disparition, Simon a avoué s'être senti complètement déstabilisé, déclarant plus tard « Je ne me suis jamais senti aussi seul. Il s'enfuit dans le travail, mais pas avec la même ardeur. Au lieu de cela, il flottait pendant de longues nuits, dormant à peine, enchaînant les émissions de télé-réalité et les décisions prises en conseil d'administration comme un fantôme qui suit le mouvement. Ses amis l'ont décrit comme un homme qui ne quittait jamais le bureau et ne souriait jamais. Le vide ne fait que s'accentuer. Bien qu'il possède tout ce que le monde peut envier, il avoue en privé qu'il lui arrive souvent de ne rien ressentir du tout. Selon ses propres termes, il y avait des moments où je me regardais dans le miroir et où je ne reconnaissais pas ce que je devenais, ni physiquement, ni émotionnellement. Puis c'est l'effondrement physique. En août 2020, alors qu'il testait son nouveau vélo électrique dans la cour de sa maison de Malibu, Simon a fait une chute brutale, si brutale, qu'il s'est cassé le dos en plusieurs endroits. Il échappe de peu à la paralysie. La douleur était atroce, comme si un couteau dentelé s'était logé dans sa colonne vertébrale. Une intervention chirurgicale d'urgence a suivi avec insertion de tiges métalliques pour stabiliser sa colonne vertébrale. Pendant des semaines, il n'a pas pu bouger. Pendant des mois, il a dû réapprendre à marcher. Ce n'est pas seulement l'agonie physique qui l'a brisé, mais aussi la perte soudaine de contrôle. Pour un homme qui avait bâti son empire sur la précision, l'image et la synchronisation, le fait d'être réduit à un lit d'hôpital a été ressenti comme une punition de l'univers. Lors d'une rare interview, il a admis « J'ai pensé que c'était peut-être la fin. J'étais terrifié non seulement à l'idée de mourir, mais aussi d'être oublié. Alors que la guérison semblait possible, un nouveau rebondissement cruel s'est produit. En 2022, Simon fait une deuxième chute de son vélo électrique. Bien que moins catastrophique que la première, cette chute a ébranlé sa confiance. J'ai vraiment cru que je ne me relèverais pas, se souvient-il. Ses médecins lui ont adressé de sévères avertissements, et il est revenu à un régime à base de protéines pour reconstruire ses muscles, après des années de végétalisme dévoué. Simon, qui avait adopté un mode de vie végétal pour des raisons de santé et d'éthique, a été contraint de faire des compromis pour survivre. Cette décision l'a hanté, lui rappelant une fois de plus qu'il ne contrôlait plus grand-chose. « J'avais l'impression de trahir mes propres convictions pour continuer à avancer », dit-il à voix basse. C'est alors qu'est survenue une transformation qui n'était pas interne, mais que le monde ne pouvait ignorer. Au fil des ans, Simon avait expérimenté le botox et les procédures cosmétiques, cherchant à se refaire une jeunesse sous la pression des caméras. Mais alors que l'âge le rattrape et que les interventions se multiplient, son apparence commence à changer au point de choquer ses fans. En 2021, les téléspectateurs ont remarqué ses traits raides, son sourire figé et ses joues gonflées, ce qui a donné lieu à des titres comme « Simon Cowell, qu'est-il arrivé à son visage ?» L'homme, autrefois célèbre pour juger l'apparence des autres, s'est retrouvé jugé, moqué, voire ridiculisé. Les mèmes se sont répandus comme une traînée de poudre, et les discussions en ligne ont porté sur la question de savoir s'il était allé trop loin. Simon l'a admis plus tard, j'ai un peu exagéré.
À un moment donné, je me suis regardé dans le miroir et je ne me suis littéralement pas reconnu. J'ai décidé que ça suffisait. Il a arrêté les traitements cosmétiques et a laissé la nature suivre son cours. Laissez-la vieillir, a-t-il dit. Qu'elle se manifeste. Le coût émotionnel de ce chapitre a été plus profond que l'aspect cosmétique. Simon a commencé à s'éloigner des apparitions publiques. Il a limité son rôle dans l'émission America's Got Talent, ne participant qu'à certains épisodes. Il a cessé de présenter de nouvelles émissions. L'homme qui occupait autrefois des places de choix aux heures de grande écoute sur tous les continents préfère aujourd'hui le silence. À bien des égards, il n'est plus que l'ombre de lui-même, pas par honte mais par épuisement. Ses yeux ont perdu leur acuité caractéristique. Les interviews se sont faites plus rares, son ton s'est adouci. Il parle davantage d'Eric son fils et moins du succès. Je n'ai plus besoin d'être sur tous les écrans, a-t-il avoué. Je veux juste être là quand Eric rit. Mais l'attention du public ne s'est pas arrêtée là. Chaque ride, chaque apparition rare, chaque nouveau cheveu gris est décortiqué par les tabloïds. Ses promenades à Malibu étaient suivies par des paparazzis. Des rumeurs de nouvelles interventions chirurgicales circulent même lorsqu'il n'y en a pas. Les projecteurs qui étaient autrefois son royaume se sont transformés en microscopes. Et pourtant, malgré tout cela, il n'a pas complètement disparu. Il est réapparu plus lent, plus vieux, mais plus humain que jamais. Simon Cowell, autrefois invincible, est devenu un homme auquel le public peut s'identifier, vulnérable, meurtri et réel. Malgré tout, son héritage a perduré. Mais derrière la célébrité se cachait un homme qui avait traversé une série de tremblements de terre physiques et émotionnels et qui avait survécu non pas avec brio, mais avec humilité. Comme l'a dit un ancien collègue, c'est ironique. Le monde le voyait comme une icône intouchable, mais c'est dans son état de rupture qu'il a pris tout son sens. À l'automne 2024, alors que Simon Cowell commençait à reconstruire sa vie avec une routine tranquille, une tendresse paternelle et une force physique durement acquise. La tragédie a frappé une fois de plus, cette fois à une autre porte de son cœur. Liam Payne, l'un des premiers membres des One Direction, le groupe que Simon lui-même avait méticuleusement assemblé et encadré jusqu'à la célébrité mondiale, est décédé tragiquement après être tombé du balcon d'un hôtel à Buenos Aires. Le monde entier a été ébranlé, mais pour Simon le choc a été profond. La perte n'était pas seulement celle d'un ancien mentoré, c'était selon ses propres mots comme la perte d'un fils. Les larmes aux yeux, il a avoué « Liam était comme un fils pour moi, j'ai perdu un autre être cher ». Venant d'un homme connu depuis longtemps pour son attitude sans émotion et tranchante à la télévision, ces mots ont touché une corde sensible. Le monde a vu une figure paternelle brisée, non pas sur scène, non pas dans les tabloïds, mais entre les murs fragiles du chagrin, que seuls ceux qui ont vraiment aimé et perdu peuvent comprendre. La nouvelle a rouvert de vieilles blessures que Simon avait passé des années à enterrer. Elle l'a ramené en 1999, lorsqu'il a perdu son propre père, puis en 2015, lorsque sa mère Julie Brett est décédée. Julie avait été son point d'ancrage, celle qui avait toujours cru en sa vision. Sa disparition l'avait déjà plongé dans un sombre abîme de tristesse qu'il avait un jour qualifié de malheur désespéré. Aujourd'hui, avec la mort de Liam, c'est comme si ce chagrin n'était jamais parti, mais qu'il s'était tu pour un temps. La douleur de voir quelqu'un de si jeune, si plein de vie et de promesses, disparaître sans crier gare, lui a rappelé avec effroi la cruauté de la vie. Elle n'épargne personne, pas même les légendes, ou celles qu'elles ont contribué à construire. Les médias ont qualifié la situation de choquante. Les fans ont allumé des bougies et inondé les réseaux sociaux d'hommages. Mais pour Simon, le monde est devenu silencieux. Les projets ont été interrompus. Les interviews ont été refusées. L'émission est mise en veilleuse. Il s'est replié sur lui-même, choisissant plutôt de se consacrer plus que jamais à sa paternité. Des amis proches de la famille Cowell ont révélé que Simon a commencé à passer presque tout son temps avec son fils Eric, se retirant de la roue médiatique implacable qu'il dominait autrefois. Il décrivait un homme plus introspectif que jamais,
dont l'ambition autrefois insatiable avait été remplacée par des conversations nocturnes avec son fils, des promenades tranquilles le long de la côte californienne et le besoin tacite de protéger l'innocence que Liam avait tragiquement perdue. Il ne s'agissait pas d'un simple chagrin, mais d'une réflexion, d'une prise de conscience, peut-être même d'une remise en question. Simon, qui avait consacré sa vie à fabriquer des stars et à monnayer le talent, était maintenant confronté au prix élevé de la célébrité elle-même. Les One Direction ont été plus qu'un succès commercial, c'était un symbole d'espoir, de jeunesse, d'unité. Et maintenant, ce symbole s'est fissuré. Il n'y a pas de mots, avait posté Simon, mais en réalité, son silence en disait long. Derrière des portes closes, on dit qu'il revoyait de vieilles cassettes d'audition qu'il revoyait les premiers jours, où Liam et les autres se tenaient nerveusement devant lui, pleins d'espoir inconscient, des montagnes russes qui les attendaient. C'était un rituel de deuil privé, à la fois pour une vie perdue et pour un chapitre de son propre héritage qu'il ne pourrait jamais retrouver. À travers tout cela, ce n'est pas seulement le chagrin qui a émergé, mais une réorientation tranquille. Simon a commencé à réévaluer ce qui comptait le plus. Les paillettes, les tapis rouges, les grands spectacles ont perdu de leur importance. Reste Eric, la famille, la santé, la paix. L'homme autrefois obsédé par l'audimat apprenait maintenant à chérir le silence. Le garçon qui cherchait désespérément à se prouver au monde est devenu le père qui tient la main de son fils un peu plus fort la nuit. La mort de Liam, aussi déchirante, soit-elle, est devenue l'impulsion finale qui a ancré Simon dans une vie loin des projecteurs et des scènes de concert. C'est un cruel coup du sort que parfois seule une grande perte puisse apporter de la clarté. Mais pour Simon Cowell, la mort de Liam n'était pas seulement d'une tragédie, c'était aussi un miroir tendu à son âme. Et dans cette réflexion, nous ne voyons pas seulement un mentor en deuil, mais un homme qui sait enfin douloureusement ce que signifie lâcher le monde et s'accrocher à ce qui compte vraiment. Après avoir été confronté à une perte dévastatrice et à une douleur qui a bouleversé sa vie, Simon Cowell a entamé ce que beaucoup appelleraient une résurrection tranquille. Il n'est plus la figure impitoyable du jugement télévisé, il s'est transformé en un homme façonné par la paternité, la mortalité et le désir de redéfinir ce qui compte le plus. Fini le temps des cigarettes, à la chaîne des nuits blanches, rythmées par les échéances, et de la course sans fin, à l'audimat. À leur place, des séances de pilates tôt le matin, une alimentation soigneusement contrôlée, des moments de méditation silencieuse et des histoires partagées avec son fils à l'heure du coucher. Autrefois, omniprésent sur les écrans du monde entier, Cowell a considérablement réduit ses apparitions publiques. Aujourd'hui, il ne fait partie du jury que pour certaines saisons de l'émission Got Talent. Il concentre désormais son énergie sur des projets qui élèvent les enfants et encouragent la créativité. Des initiatives qui reflètent sa foi dans les secondes chances, dans l'épanouissement des laissés pour compte. Tout comme il a découvert des stars dans l'obscurité, ceux qui l'ont connu auparavant ont à peine reconnu le nouveau Simon Cowell. Plus silencieux, plus présent et profondément axé sur la famille. Actuellement, Simon réside dans sa propriété de 15,5 millions de dollars à Beverly Hills, qu'il partage avec Lauren Silverman et leur fils Eric. Mais ce n'est là qu'une de ses résidences opulentes. Son portefeuille immobilier comprend un manoir de 24 millions de dollars en bord de mer à Malibu, un appartement de luxe dans l'Upper East Side à Manhattan et un grand manoir historique dans le Holland Park de Londres. Chacune d'entre elles fait écho au chapitre d'un homme qui vivait vite et jugeait plus vite. Son garage est un témoignage éclatant de l'extravagance passée. Plus de 20 supercars, dont une Bugatti Veyron, une Rolls-Royce Phantom, une Ferrari 575, une Bentley Azure, une Jaguar Eagle Speedster et des Aston Martin Classics. Chaque véhicule, symbole d'un homme autrefois obsédé par la perfection, est aujourd'hui garé sans tambour ni trompette. L'ensemble de ces actifs constitue une fortune stupéfiante, estimée à 600 millions de dollars en 2025. Sa richesse provient principalement de la production télévisuelle.
Des franchises comme The X Factor Got Talent et son ancienne participation à American Idol, ainsi que des entreprises musicales par l'intermédiaire de Psycho Entertainment. Fait remarquable, Simon gagne encore environ 45 millions de dollars par an, rien qu'avec ses apparitions et ses droits d'auteur. Mais la richesse dans son cas n'est plus l'objectif final. Malgré cette énorme fortune, Simon Cowell a pris une décision qui a choqué le public presque autant que tous les titres qu'il a jamais publiés. Il n'a pas l'intention de laisser quoi que ce soit à son fils. « Je ne crois pas qu'il faille transmettre la richesse à la génération suivante », a-t-il déclaré un jour. Eric doit apprendre la valeur du travail. C'est ainsi que j'ai construit tout ce que j'ai, et c'est la leçon que je veux lui donner. Ce point de vue a suscité à la fois des critiques et de l'admiration. Au lieu d'hériter, Cowell s'est engagé à ce que la majeure partie de sa fortune aille à des associations caritatives visant à aider les enfants défavorisés. Un écho du garçon qu'il a été essayant de trouver sa place dans un monde qui attend beaucoup de lui. Il ne laisse pas seulement de l'argent derrière lui, mais une philosophie. Une déclaration selon laquelle la valeur personnelle ne se mesure pas à l'aune de ce qui est transmis, mais à celle de ce que l'on gagne. C'est une position rare dans une industrie fondée sur l'héritage et les privilèges, et elle dépeint Cowell non seulement comme un homme d'affaires, mais aussi comme un homme qui s'efforce de se racheter. Derrière chaque décision se cache une vérité plus profonde. Simon Cowell tente de réécrire son héritage. Son détachement de la célébrité n'est pas seulement une retraite, c'est une transformation. L'homme qui exerçait autrefois son pouvoir depuis une chaise de juge trouve désormais un sens aux collectes de fonds dans les écoles, aux campagnes de protection de l'enfance et aux soirées passées loin des feux de la rampe. Il ne court plus après les applaudissements, il écoute les rires autour de la table. Ses priorités ne sont plus de produire des stars, mais d'en élever. Son évolution est marquée non seulement par la philanthropie, mais aussi par une nouvelle forme de courage. Le courage de se faire tout petit dans un monde qui lui donnait autrefois l'impression d'être trop grand pour tomber. Le courage de s'excuser de prendre du recul et d'être vulnérable devant les personnes qui comptent le plus. Aujourd'hui, Simon Cowell n'est plus l'homme qui a mis en pièces des chanteurs avec un sourire en coin. C'est un père qui s'est tenu au bord de la vie et qui est revenu déterminé à être présent. Un homme qui a enduré le ridicule, le scandale public des blessures atroces et des pertes personnelles, et qui a choisi de se relever, de pardonner et d'évoluer. La vérité qui se cache derrière la légende de la télévision n'est pas celle d'une perfection impitoyable, mais celle d'une imperfection profondément humaine et de la grâce qu'il faut pour continuer à aller de l'avant. Parce que parfois, les lumières les plus brillantes laissent les ombres les plus profondes, et dans ces ombres, un nouvel homme se reconstruit tranquillement. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à Celebs Rewind, où nous dévoilons les histoires inédites des stars derrière les projecteurs.